Bonsoir, merci de nous rejoindre sur Moselle TV. Tout de suite les titres de ce lundi 23 janvier. Les boîtes de nuit du centre messin doivent-elles fermer? Pose-t-elle vraiment souci? Un collectif de riverains dénonce les nuisances sonores de 3 lieux, le Guess, l'Endroit et le Blanc et Noir. Enquête dans un instant. Dans cette édition également, comme chaque lundi, nous reviendrons sur toute l'actualité sportive du week-end, en commençant bien évidemment par l'incroyable victoire de Metz Handball au bout du suspense face à l'ogre hongrois de Győr. Pour en parler, Mathieu Anquinet sera à mes côtés sur ce plateau. Nous terminerons cette édition avec une performance artistique au centre Pompidou-Metz, la mise en marche d'une machine hybride nommée Transchrone, découverte dans quelques minutes. La météo, le ciel de demain sera encore couvert malgré de timides éclaircies. En matinée, les températures descendront jusqu'à moins 4 degrés. Elles remonteront au maximum à 5 degrés l'après-midi. Et tout de suite, on développe les titres du jour. Y a-t-il un souci avec les discothèques du centre-ville messin? Le collectif Poncelet a dénoncé en décembre dernier des nuisances sonores liées aux 3 boîtes de nuit de la rue, le Guess, l'Endroit et le Blanc et Noir. Ils réclament la fermeture de ces établissements, une décision qui n'a pas encore été approuvée par la préfecture. Comment cela se passe-t-il exactement à la nuit tombée? Emma Fekati a enquêté samedi soir, regardez. Y a-t-il des attroupements et des affrontements aux abords de ces 3 discothèques du centre-ville? Le Guess, l'Endroit et le Blanc et Noir situés dans la rue Poncelet. Un samedi soir parmi tant d'autres, si certains fêtards quittent définitivement le dance floor à 4h du matin, d'autres se rassemblent dans la rue. En général en été on reste dehors pour discuter, là il fait un peu froid. Ouais. Mais sinon on se met sur les marches derrière ici et on discute. Nous on essaye en général d'être respectueuses et de ne pas faire trop de bruit et de sortir calmement, on squatte pas devant. Les sorties de boîte sont assez compliquées autour de Metz. On sait très bien que certaines personnes sont là pour foutre la merde. C'est pour ça qu'il y a plusieurs semaines j'ai pu aider certaines personnes. C'est vrai que la police elle tourne assez souvent, donc on se sent un peu plus en sécurité. Après moi, les boîtes pour moi c'est important, enfin mes soirées, tout ça, parce que on a quand même perdu presque 2 ans à cause du Covid, donc c'est important de sortir en ville pour faire vivre le centre-ville, quoi. Ce soir-là, la police est intervenue une seule fois au petit matin pour une rixe. Au total, près de 600 interventions ont été enregistrées en 2022, dont 350 portaient sur le bruit. Des faits constatés chaque week-end par le collectif Poncelet. Au quotidien, nous, ce qui nous inquiète, c'est l'insécurité stagnante, les violences qui se passent dans la rue, les regroupements de personnes qui hurlent sous nos fenêtres. L'association de riverains de la rue Poncelet recense des dizaines de vidéos qui témoignent des nuisances observées à la sortie des boîtes de nuit. Avec ces documents, le collectif réclame la fermeture immédiate et provisoire de ces établissements. Pour la préfecture, seul décisionnaire, ça ne suffit pas. Je suis en attente d'éléments tangibles qui me permettraient, s'ils sont avérés, fondés, de prendre des mesures qui peuvent aller jusqu'à la fermeture provisoire des établissements qui seraient à l'origine des nuisances, dont les gérants seraient responsables des nuisances causées sur la voie publique. Des vidéos jugées irrecevables pour le moment, une aberration pour le maire de Metz, François Grosdidier. Le préfet explique qu'elles ne sont pas utilisables parce qu'elles ne sont pas datées, ce qui est inexact puisqu'elles sont prises par des téléphones portables qui tous contiennent la date et l'heure des enregistrements. Donc nous avons chargé un expert informatique près la cour d'appel de certifier auprès de la préfecture de la date et de l'heure de ces enregistrements. En attendant l'issue de cette procédure, le collectif Poncelet lance un cri d'alarme au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans l'espoir d'une intervention de sa part. Une bonne nouvelle désormais et surtout un privilège pour le Sarregueminois Benjamin Sibylle. Il a été tout simplement reçu ce dimanche à l'Elysée par le chef d'État Emmanuel Macron et en présence d'Olaf Scholz, le chancelier allemand. Sur la photo, nous pouvons le voir au centre avec la chemise bleue. Il s'est vu donc décerner le prix Génération Europe Jeune Talent franco-allemand pour son engagement sans faille. Benjamin Sibylle est notamment l'homme à l'origine du service civique européen, un programme d'échange qui fonctionne déjà depuis 2 ans avec l'Allemagne, la Belgique, l'Italie ou encore Malte.
En parlant de coopération, la France et l'Allemagne annoncent la création d'un ticket de train binational pour les jeunes, dont 60 000 exemplaires seront gratuits. L'objectif est d'encourager l'utilisation de ce mode de transport. Les modalités pour bénéficier des billets seront communiquées ultérieurement. Dans l'actualité également, l'élection partielle des 2 nouveaux conseillers départementaux ce dimanche dans le canton de Sarralbe. Laurence Borysiak et Pierre-Jean Didiot ont été élus avec 66% des voix. Ils devancent le binôme Rassemblement National composé de Naïla Hénard et Adrien Sommer qui obtient 33% des suffrages exprimés. Ce scrutin a été marqué par une très forte abstention. Comme au premier tour, plus de 84% des électeurs ne se sont pas déplacés aux urnes. Dimanche, reportage Mosaïque Cristal. La démocratie a bien vécu aujourd'hui, eh bien je crois qu'on peut tous en être fiers. Merci et bravo. Ça y est, c'est fait, sans surprise, Pierre-Jean Didiot et Laurence Borysiak viennent d'être élus conseillers départemental du canton de Sarralbe. À l'issue du 2e tour, ils remportent l'élection départementale partielle avec 66,37% des voix devant le binôme Rassemblement National composé de Naïla Hénard et Adrien Sommer. Je tiens plus particulièrement à remercier toutes celles et tous ceux qui nous ont apporté leur suffrage, qui ont largement confirmé déjà le score que nous avons fait au premier tour. La semaine dernière, Laurence Borysiak et Pierre-Jean Didiot étaient effectivement arrivés en tête avec 41,20% des voix. Naïla Hénard et Adrien Sommer, arrivés 2e, avaient eux obtenu 25,69% des voix. Le binôme Rassemblement National a donc perdu hier, mais il est loin d'être abattu. On n'est pas déçus parce qu'on gagne en voix. Malgré qu'il y a moins de votants, on gagne quand même en voix. 1118 voix au premier tour, 1266 au second. La liste RN a effectivement obtenu les faveurs d'un nombre supérieur d'électeurs. Même chose pour les vainqueurs d'hier, Laurence Borysiak et Pierre-Jean Didiot ont obtenu 700 voix de plus que lors du premier tour. Autre chiffre en hausse, le taux d'abstention, il s'élevait à 82,10% le 15 janvier et a atteint 84,18% hier. Je remercie tous les électeurs qui ont voté pour nous en premier et ceux qui n'ont pas voté pour nous parce que prendre part à une élection c'est très important. Je ne regrette pas cette aventure qui était très belle, bien que cette élection n'était pas prévue du tout. Elle était bizarre, il faut le dire, à un moment donné, à un moment où il n'y a pas de mobilisation, où chaque nouvelle du matin n'est jamais bonne. Donc il faut se mettre à la place de ceux qui ne se sont pas déplacés. Ils n'avaient pas le moral non plus, ils ont d'autres préoccupations en ce moment que de savoir s'il faut aller voter ou pas. Nouvellement élus, Laurence Borysiak et Pierre-Jean Didiot ne veulent pas perdre de temps. Ce qui est surtout important maintenant, c'est que nous nous mettions au travail pour l'ensemble des communes. Tel est l'engagement que nous avons pris et nous sommes, avec Laurence Borysiak, nous respectons nos engagements. Nous sommes là au service de l'ensemble de nos concitoyens sur ce canton qui compte 48 communes. Donc nous sommes là dès demain, motivés, avec le dynamisme que vous nous connaissez. Rendez-vous est en effet fixé demain pour Laurence Borysiak et Pierre-Jean Didiot qui iront à la rencontre du président du département de la Moselle, Patrick Weiten. 2470. La première pierre du chantier des 2 bâtiments du centre départemental de l'enfance à Metz, Home, a été posée cet après-midi. En réhabilitation depuis septembre, la structure pourra accueillir jusqu'à 29 mineurs non accompagnés lors de l'inauguration des bâtiments en février 2024. Patrick Weiten, président du département, nous en dit plus sur cet investissement de 6 millions d'euros. Pour à la fois mettre en place un bâtiment qui répondra au service famille. C'est-à-dire c'est dans ces bâtiments-là que les enfants accueillis ici au C2 seront mis de nouveau en relation avec leur famille parce que généralement c'est des moments de tension qui ont fait qu'on a retiré aux parents la garde de l'enfant, soit dans une décision judiciaire, soit dans une décision administrative de prévention. Donc c'est un bâtiment qui va être dédié à l'accueil des familles qui n'existait pas aujourd'hui et pour nous c'était important. Et le deuxième bâtiment, c'est le bâtiment qui va accueillir les mineurs non accompagnés, ces enfants qui viennent de loin, qui, vous imaginez le parcours, seuls, qui arrivent ici pour trouver un espace d'accueil, pour trouver un espace où ils vont pouvoir s'épanouir. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on l'a construit, qu'on va construire un bâtiment pour augmenter la capacité d'accueil, parce que pour nous c'est important. Et nous sommes en permanence en flux tendu, parce que plus nous ouvrons de place, plus il y a d'enfants qui nous sont placés. Et nous développons l'emploi d'assistants familiales, d'un famille d'accueil, pour être plus simple, parce que nous en manquons cruellement en Moselle et on est en recrutement permanent.
Patrick Weiten qui a pu présenter ses traditionnels vœux vendredi soir après l'annulation en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire. Une cérémonie qui s'est déroulée au centre des congrès Robert Schuman à Metz devant 800 personnes. Retour en images avec Colline L'Expert. La guerre qui ravage l'Ukraine est au cœur de notre Quelques mots de solidarité envers l'Ukraine ont ouvert la cérémonie. Des remerciements aussi envers tous les élus du département pour qui l'exercice de leurs fonctions se complexifie en raison des crises traversées. L'avenir sera donc celui d'une multitude de défis que nous devrons surmonter dans l'audace et l'unité. Annonce majeure, la création d'un comité de pilotage pour contrer les projections statistiques qui prévoient une perte de 182 000 habitants en Moselle à horizon 2070. Il faut qu'on tienne compte de cette situation et donc cela va se faire très vite avec une méthode qu'il va falloir adopter, avec une volonté politique affirmée où on va subventionner, comment on va investir, comment on va soutenir l'enseignement supérieur, comment on va mettre en place une politique de l'habitat qui soit adaptée à la demande. Parce que pour nous, c'est aussi important. Comment on travaille sur la mobilité, comment on travaille sur le dynamisme culturel et sportif, comment on a une véritable politique dynamique et de tempérament touristique. Voilà, toutes ces questions-là, elles se posent. Durant son discours, Patrick Weiten a aussi rappelé l'avis favorable du département à la création de l'A31 bis, une nécessité selon lui. Face aux 800 invités, point d'orgue également sur la volonté de venir en aide aux personnes en situation de fragilité. Nous avons 4 grands domaines de l'action départementale, de l'action sociale. C'est la protection de l'enfance, c'est l'handicap, c'est les personnes âgées et puis c'est les bénéficiaires du RSA. Donc on va continuer à travailler, réorienter. Toute politique départementale sera évaluée et si jamais on n'a pas les résultats qu'on attend, on va évoluer. C'est vrai sur le RSA et sur les personnes âgées. Lors du vote du budget 2023, une aide complémentaire d'1 million d'euros sera soumise pour faire face aux envolées des prix qui touchent notamment les secteurs de l'autonomie et de la protection de l'enfance. Malgré le contexte de crise, l'optimisme reste de rigueur. C'est également la philosophie du premier vice-président départemental pour qui 2023 s'annonce. Compliqué, mais comme celles qui l'ont précédé. Mais ce n'est pas grave, c'est compliqué, mais on va l'affronter et puis on va essayer d'en faire une bonne année. Une chose demeure certaine, le mot d'ordre de Patrick Weiten pour 2023 sera l'envie. Que cette année vous apporte l'épanouissement, qu'elle nous donne envie, l'envie de croire en l'avenir, l'envie de l'action, l'envie de promouvoir avec fierté notre département. Et on passe désormais à notre chronique sport. Mathieu, bonsoir. Bonsoir Jean. On commence cette chronique par Metz Handball qui a réitéré l'exploit face à Győr en Ligue des Champions. Et comment passer à côté, c'est tout sauf anodin ce qui s'est passé aux arènes de Metz samedi, puisque opposé à la fine fleur du handball mondial, les Dragons ont sorti le grand jeu, porté par les performances de Bruna De Paula, Kristina Jorgensen ou encore Tamara Horacek. Metz Handball a dû s'en remettre à un miracle dans les toutes dernières secondes, un miracle signé Chloé Valentini que vous allez voir tout de suite sur les images, qui a tout simplement inscrit le but de la victoire dans les dernières secondes. Cette victoire 29-28 permet de conforter Metz Handball, puisque grâce à cet haletant finish, les jaunes et bleus creusent un peu plus l'écart en tête du classement de la poule B. Un bon résultat face au Rapid Bucarest dans quelques jours, le 4 février, cimenterait la qualification en quart de finale pour espérer finalement accéder au Final Four. Football, maintenant Mathieu, du côté du FC Metz, le mercato pourrait enfin bouger dans le sens des arrivées. Effectivement, selon plusieurs sources, le FC Metz s'apprêterait à officialiser l'arrivée d'un attaquant. Il s'agit de Giuliano Scuca, un Albanais de 24 ans qui évolue pour le moment au FK Partiziani de Tirana. Il s'agit d'un nouveau pari en quelque sorte pour le club à la Croix de Lorraine, sur lequel Arnaud Desmerlet et ses chroniqueurs reviendront dans quelques minutes à 18h30 dans le prochain Graouli Mag. On enchaîne, les pongistes du Metz-TT sont passés proches d'une belle opération à Berlin en Ligue des Champions. Il faut du courage pour aller défier Berlin dans sa salle et encore plus pour réussir à faire trembler cette équipe, puisqu'il s'agit tout simplement du favori de cette Ligue des Champions. Mais les joueuses de Loïc Belguise n'ont pas froid aux yeux. Elles ont réussi à pousser les Allemandes dans leur retranchement, mais elles se sont finalement inclinées d'un rien dans l'absolu avec une défaite 3-2. Et la revanche jeudi ?
La revanche, elle aura lieu jeudi, elle sera à suivre sur Moselle TV, ce sera au complexe Saint-Symphorien et l'exploit sera nécessaire puisque cette défaite à l'extérieur vient perturber un petit peu les plans et ce sera avec Arnaud Desmerlet et le multiple champion paralympique Stéphane Moliens à partir de 19h25. En athlétisme, Mathieu, Jan Schrub s'est fait plaisir au cross d'Anut. Alors je ne sais pas si je prononce bien, Anut. On va partir là-dessus, j'ai pas la prononciation exacte non plus, il s'est tout simplement fait plaisir, il a montré sa bonne forme, il continue sa bonne préparation. Il était engagé sur ce cross label Gold en Belgique et il s'est défait d'une belle concurrence dont le Belge Isaac Kimeli pour clore 9 km de course en 28 minutes et 29 secondes, ce qui est tout simplement 20 secondes de moins que les principaux concurrents. En volée, le TFOC a bien géré, lui, son retour d'Istanbul. Il fallait faire la transition une dernière fois finalement, puisque éliminé de la CEV Cup suite à la défaite à Istanbul mardi, les Tervilleux-Florangeoises étaient attendues pour un derby cette fois en Ligue AF face au VNVB, solide, appliqué. Les joueuses de Romain Pitou ont tout simplement fait le nécessaire derrière Mariam Sidibé pour s'imposer sur un implacable 3-0, une situation qui a fait la satisfaction du président Daniel Mrokowski, qui l'a exprimé au micro d'Arnaud Desmerlet à la fin de la rencontre. TFOC qui ne pouvait pas rêver mieux comme revanche après la défaite frustrante de l'Ali 3-7-2 en Meurthe-et-Moselle. Oui, c'est vrai qu'on avait une certaine frustration alors qu'on menait 2-7-1 et qu'on avait 7 points d'avance dans le 4e set. Voilà, pour perdre au tie-break 19-17. Là, c'est vrai qu'on est vraiment satisfait. Le match, malgré tout, était serré. C'était pas facile. Le match était serré. Moi, je suis très content parce qu'en 3-7, on économise un petit peu d'énergie, un peu de force. Et on en a besoin parce que notre programme, notamment le programme du mois de janvier, est extrêmement chargé. On revient d'Istanbul, où on est revenu mercredi soir, après des kilomètres faits et un match fait. Voilà, donc on a eu très peu de temps pour se remettre en forme. Et je suis vraiment content d'une victoire en 3-7. Et cette victoire permet tout simplement au TFOC d'enfin grimper d'un échelon puisque l'équipe accède à la 3e place du classement en profitant de la défaite du Canet face à Mulhouse. Cette place pour le podium, il faudra la savourer à l'aube d'une série de matchs qui paraissent abordables, en tout cas sur le papier. Mais avant cela, il faudra passer par la Coupe de France mardi du côté de Calais, une équipe de 2e division. Basketball désormais, Mathieu, dans l'intimité du gymnase Arsenal, les canonniers ont passé un nouveau tour du challenge Coupe de France. Et il fallait rebondir après la frustrante défaite face au Vosbles une semaine plus tôt. Et les basketteurs messins ont fait le nécessaire et se sont imposés 74-66 face à Tourcoing. Ils sont désormais à une victoire d'avoir un point de bonus au classement de National 2. Pourtant, la vraie bataille s'est jouée en interne au fil des semaines. Oui, les joueurs sont restés professionnels à l'heure du match, mais en réalité, tout au long de la semaine, il y a eu des conflits internes, notamment liés à des retards de paiement au niveau des salaires. Ça a animé l'équipe pendant tous les entraînements qui ont précédé. Et la situation financière de l'équipe commence à être un petit peu préoccupante et c'est un dossier qu'il va falloir suivre du côté du Metz BC. Encore un sport d'équipe, les artilleurs ont manqué leur retour sur le terrain face aux Minotaurs de Strasbourg. On parle de football américain. Ouais, il ne faisait pas un temps à mettre une journaliste dehors samedi et pourtant les violets et noirs du football américain messin étaient bien présents pour donner le coup d'envoi de leur saison. Ils ont été finalement dominés 7-48 par une solide équipe strasbourgeoise de 3e division, les Minotaurs, mais ils ne s'interdisent pas de faire de belles choses au fil des matchs à venir pour aller glaner des places au classement et pourquoi pas viser la 2e place. Merci Mathieu, on vous retrouve demain 18h30 dans Moselle Sport. Vous y reviendrez notamment sur le retour des artilleurs sur les terrains et sur le choc de Ligue des Champions entre le Metz TT et Berlin. Merci Mathieu. Merci. Devant plusieurs centaines de spectateurs, l'écrivain de science-fiction Alain Damasio et l'artiste Thomas Turley ont activé samedi après-midi une machine hybride nommée Transchrone. Commandée par la voix, cette machine holographique fait coexister passé, présent, futur dans un espace-temps alternatif. Découvrez cette performance cyberpunk exceptionnelle qui s'est déroulée dans le studio du Centre Pompidou-Metz. Regardez. Presque rien de ce que je vais vous dire maintenant ne vient de moi. Avec son phrasé haché, la star de la science-fiction, Alain Damasio, nous interroge sur la présence d'extraterrestres dans l'univers. Les extraterrestres sont là. Sur la peur d'être envahi, de ne pas être trouvé et d'être unique. C'est très difficile ce genre de performance parce que tu travailles ce qu'on appelle une sorte de réal fantastique.
sait que c'est un délire, mais ton délire, il doit être le plus crédible possible pour créer ce trouble entre le réel et la fiction. Un récit vibrant, rythmé par les cris d'une machine, Transchrone. Ces sonorités mécaniques sont captées en temps réel grâce au mouvement rotatif de ces 2 cylindres holographiques imaginés par Thomas Turley. Des images psychédéliques du Centre Pompidou et de ses œuvres sont projetées sur ces tuiles de mariée. L'idée normalement c'est que la machine est Transchrone, c'est-à-dire qu'elle chope le temps passé, le temps présent, le temps futur. Donc il y a une partie dystopie, utopie dans le temps futur, et le reste je m'appuie généralement sur le patrimoine du lieu, sur le bâtiment, sur ce qui s'est passé historiquement sur le lieu. Là c'est un lieu super récent, donc je ne pouvais pas partir là-dessus en me disant qu'est-ce que je vais faire historiquement ici. Donc je suis parti vraiment sur l'idée d'une machine retrouvée dans une zone, tu vois, la Stalker, qui part et qui est une machine extraterrestre. De nombreux spectateurs ont été transportés par cette performance frénétique aux allures cyberpunk. Je m'attendais vraiment à quelque chose, à plus à une présentation d'une œuvre, mais le fait que c'était plus comme une espèce de pièce de théâtre, ça a vraiment donné un gros effet à la pièce parce qu'en fait on était captivés dedans. Non, franchement c'était vraiment exceptionnel. Ce que je vais retenir c'est les cylindres, cette invention des cylindres, c'est beau travail. Pour continuer à vivre dans un espace-temps alternatif, direction l'exposition Les Portes du Possible, art et science-fiction, accessible jusqu'au 10 avril au Centre Pompidou. Vendredi dernier, la société Batifère a remis un chèque de 10 000 € à Raphaël Lorraine. Pour rappel, cette association soulage le quotidien des enfants atteints de cancer en réalisant leurs rêves. Ils sont d'ailleurs partis il y a quelques semaines en Laponie, voir le Père Noël. Reportage de TV8 Moselle-Est. Batifère, spécialiste de la quincaillerie et de l'outillage pour les professionnels du bâtiment, a souvent réalisé des opérations commerciales afin de soutenir des associations du secteur. Ce matin, l'entreprise et ses fournisseurs ayant participé à l'opération Agenda et Carnet de chantier 2023 se sont réunis à l'hôtel Mercure de Forbach pour remettre un don de 10 000 € à l'association Raphaël Lorraine qui réalise des rêves d'enfants malades. Je pense qu'une entreprise ne peut être qu'une grande entreprise que si elle a une dimension sociale et solidaire. Surtout si cette entreprise elle est performante. Parce que avoir de la performance dans un monde comme on est, si on est nombriliste et qu'on ne regarde pas le monde qu'il y a autour de nous, je trouve qu'il manque une dimension à cette entreprise. J'ai juste un énorme merci à vous dire, parce que quand elle m'a appelé pour me dire quelle somme vous aviez l'intention de récupérer, pour nous c'est complètement énorme, donc ça m'a énormément touché. Parce que c'est voilà, une somme comme ça, on peut financer des projets magnifiques, des projets. Voilà. Merci à tous en tout cas. Et Moselle TV avait suivi, rappelez-vous, les aventures de Raphaël Lorraine en Laponie. Notre grand format dédié est toujours disponible en replay sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. L'image du jour pour clôturer cette édition. Le chronomètre est lancé. Dans 6 mois, le 21 juillet prochain, s'ouvrira la toujours très attendue 18e édition du Grand Test mondial Air Ballon. 3000 pilotes et membres d'équipage de montgolfières venus des 4 coins du monde s'envoleront pour nous offrir un spectacle époustouflant 10 jours durant. Avec le slogan ce qui nous rassemble, cette édition fêtera les 240 ans du premier vol humain par le messin Pilâtre de Rosiers. C'était le 21 novembre 1783. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Graoulimag, le défenseur Kofi Kwao et l'invité exceptionnel d'Arnaud Demerlet et de ses chroniqueurs. N'oubliez pas, pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Demain, vous retrouverez Uranie Tozik pour l'information. Excellente soirée sur notre chaîne.